Alors, je ne sais pas si je vais être aussi bon que Raphaël pour garder le temps, mais j'ai le plaisir d'animer la prochaine table ronde donc, sur le changement climatique et les innovations sociétales. Et donc, j'ai le plaisir d'appeler Claire Tutenuy, Myriam, Pierre Moniz Barreto et Robert Bell, qui nous vient droit des États-Unis. Bonjour. Bonjour Myriam. Pardon. Ça l'éclaire, ça. Bien. J'ai pas vu. Qui a vu Robert? Robert. We have lost Robert. Where are you? Bonjour Pierre. Donc Robert va arriver. Il était au courant, Robert? Bon, je vous propose qu'on démarre et ça va le faire arriver. Si quelqu'un peut éventuellement le réveiller. Bon. On va démarrer. Donc, cette table ronde, le sujet, c'est le changement climatique et les innovations sociétales. Alors, on voit que le changement climatique, le dérèglement climatique, est effectivement une calamité. Et Myriam l'a montré dans ce petit film au début. Mais ça peut être aussi un formidable catalyseur d'innovation sociétale parce qu'il pousse nos sociétés à repenser leur mode de vie, de production, de consommation pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Alors on voit des innovations sociétales dans de nombreux domaines et on va en parler au cours de ces 2 journées. On voit que les consommateurs maintenant, à travers la production décentralisée d'énergie, peuvent eux-mêmes produire leur propre énergie. On le voit dans le réemploi et la réparation de nos objets du quotidien, dans l'éco-conception des produits, dans l'alimentation durable, et nous en verrons des exemples tout à l'heure, dans les nouvelles mobilités, dans la préservation de la biodiversité, l'urbanisme résilient et malheureusement la relocalisation de communautés urbaines. Alors pour parler de ces sujets, mais nous allons faire que les effleurer dans cette table ronde, nous avons une première vidéo de Myriam Merad, qui malheureusement, vous prie de l'excuser, ne peut pas être présente parmi nous. Donc une vidéo de Myriam Merad, qui est directrice de recherche au CNRS. Donc si on peut lancer la vidéo. Bien. Dans les discours actuels et de ces dernières années, existe un lien fort entre le risque de catastrophe et le changement climatique. Ainsi, le changement climatique serait un fort contributeur à l'augmentation des risques de catastrophe. Mais pour comprendre ça, essayons de comprendre ce qui définit une catastrophe et ce qui définit un risque. Par risque, on entend un événement qui va se passer de manière probable avec la possibilité de conséquences importantes. Et ces conséquences importantes, elles peuvent arriver à moyen terme ou elles peuvent arriver de manière différée. De manière un peu différente, certaines communautés de pratiques qui travaillent sur ce qu'on va appeler les aléas naturels, type inondations, séismes et autres, et ceux qui vont travailler sur les aléas industriels, type explosion, incendie, vont définir le risque comme étant la rencontre de 2 choses. Eh bien, la rencontre d'un aléa, d'un phénomène qui peut arriver avec une certaine probabilité, et des enjeux vulnérables. Ces enjeux, ça peut être des immeubles, ça peut être des infrastructures, ça peut être des biens particuliers, ça peut être des choses de différentes natures qui comptent pour un tiers. Donc, si on parle des risques induits par le changement climatique, on parle alors de la rencontre du changement climatique, de l'aléa changement climatique, avec un certain nombre d'enjeux sur le territoire qui pourraient être vulnérables. Pour qu'il y ait catastrophe, il faut qu'il y ait une matérialisation du risque, c'est-à-dire qu'il y ait véritablement des pertes qui soient occasionnées et que l'ampleur de ces pertes soit de telle nature et de telle ampleur qu'elles ne puissent plus être supportées ou dites supportées par des tiers.
Dans le cadre des stratégies de prévention des risques naturels et technologiques, des risques majeurs en France, eh bien, cette notion de catastrophe est définie à travers un certain nombre de critères qui vont considérer deux choses, la perte en vies humaines et la perte monétaire. Donc en fait, toute catastrophe est relative à un pays, est relative aux capacités des pays, aux capacités d'individus à absorber les conséquences de la manifestation d'un risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voyez que pour qu'il y ait, c'est pas parce que le risque lié au changement climatique qui augmente que les risques de catastrophe augmentent. Parce que la catastrophe et le risque est défini par d'autres choses que le phénomène induit par le changement climatique. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Comment le changement climatique peut induire une augmentation de risque de catastrophe? Ceci peut se passer si la probabilité de l'occurrence d'un aléa changement climatique a lieu, c'est-à-dire que des vents extrêmes, une chaleur extrême, eh bien, effectivement, ces chaleurs extrêmes, ces vents extrêmes ou autres éléments peuvent augmenter l'aléa, le risque de perte. Le changement climatique aussi peut agir sur la vulnérabilité d'un certain nombre de structures ou d'infrastructures, ou notre vulnérabilité, nous, en tant que société, en tant qu'individu, face à des conditions climatiques particulières. Cependant, vous voyez qu'il ne suffit pas que ça joue sur la probabilité et la vulnérabilité pour que ça aille vers la catastrophe. Nous avons tous des capacités de rattrapage. Ce qui veut dire que le changement climatique aussi augmente le risque de catastrophe si nous, citoyens, communautés, sociétés, nous fonctionnons que par la peur et nous oublions nos capacités de rebond. Du coup, en fait, qu'est-ce qu'il est possible de faire face à cette augmentation d'aléas climatiques? Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer le risque de catastrophe? Eh bien, pas mal de choses. D'abord, nous pouvons innover en étant plus conscients du risque. C'est-à-dire, non pas plus avoir peur face aux événements qui se passent, mais être conscient sur quoi le changement climatique va agir. Ce qu'on va appeler agir sur la culture du risque. Agir sur l'augmentation de la connaissance au sein des individus et au sein des communautés ou de la société au sens large. Du coup, en augmentant nos connaissances, qu'est-ce qui va se passer? Non pas une inhibition face au risque, mais la multiplication des moyens d'action et d'interaction à plusieurs. Ce qui veut dire que nous avons la possibilité, par nos organisations sociales, de créer des structures innovantes de manière à pallier aux besoins des plus démunis, à pouvoir augmenter la connaissance et les savoirs et savoir-faire de ceux qui en ont un peu moins, mais aussi par la culture du dialogue, par le partage, par des occasions telles que l'événement et cette conférence qui a lieu, eh bien, augmenter ce qu'on va appeler la rationalité dialogique, suivant un philosophe qui s'appelle Habermas, c'est-à-dire augmenter nos savoirs et nos capacités à discuter entre eux. Du coup, eh bien, en passant à des modalités de gouvernance participative, nous ne sommes plus victimes et passifs face à un aléa climatique, mais nous augmentons nos capacités de résilience face aux risques de catastrophe. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne table ronde et au plaisir d'échanger dans d'autres occasions. Bien, merci Myriam Merad. Donc effectivement, le fait de mieux appréhender, de mieux comprendre ces risques évite la paralysie, la peur et nous permet de mieux agir. Alors je vais laisser la parole à Claire Tutenuy. Vous êtes déléguée générale de PE, Entreprise pour l'environnement. Donc vous côtoyez tous les jours les grandes entreprises, les bons élèves en la matière. Et même aujourd'hui, effectivement, on le rappelle jamais suffisamment, mais il y a des bons élèves, bien entendu, dans notre salle ce matin. Et donc, vous avez notamment fait une récente publication, été 2030, qui explore les actions à mener d'ici 2030 et les priorités à donner pour que la France soit sur la bonne trajectoire et tienne ses engagements internationaux. Et aujourd'hui, vous souhaitez parler d'une catégorie d'action en particulier qui est source aussi d'innovation, c'est la sobriété. Alors Christian Depertuis tout à l'heure l'a effleuré.
il a dit qu'il faut jouer sur la demande, et la demande, c'est la sobriété. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire, Claire, sur la sobriété? Merci beaucoup. Je vais déjà vous dire que je suis absolument ravie parce que dans la première table ronde sur l'état du sujet du changement climatique, il y a 2 ou 3 intervenants qui ont parlé de sobriété. Donc l'idée fait son chemin et avec le même souci de dire attendez, la sobriété, on l'a vécue au moment de l'Ukraine, mais en fait, il faut qu'elle soit là pour rester et il faut surtout continuer. Alors je vais effectivement, mais du coup, j'étais aussi partie un petit peu sur les innovations organisationnelles en réponse à l'appel à l'innovation technologique. Je vais peut-être commencer par vous dire 3 raisons pour lesquelles il faut de l'innovation organisationnelle en plus de la technologie. Et puis vous donner des exemples, parce que c'est quand même ça que les entreprises savent faire, c'est faire vivre les choses concrètement. Les 3 raisons, la première, c'est que l'innovation technologique ne réduit pas les émissions, sauf si on empêche les effets rebonds. L'aviation est un secteur absolument génial, le spatial aussi, mais l'aviation en particulier, en termes d'innovation technologique qui améliore la consommation des avions de 2% par an depuis 40 ans. Mais ça fait baisser le prix et du coup la demande, elle monte de 7% par an. Donc résultat, les émissions de l'aviation augmentent de 5%, ce qui est trop par rapport dans une démarche de changement climatique. Donc on voit bien que ça c'est l'effet rebond, c'est le meilleur exemple, mais il y en a partout. On a mis des LED et maintenant on met de l'éclairage avec des milliers de LED partout au lieu de mettre une malheureuse ampoule comme on mettait. Donc on n'a finalement pas forcément réduit la consommation énergétique parce qu'on en a profité pour améliorer, satisfaire davantage d'envie plus que de besoins. Donc il faut empêcher ces effets rebonds et ça c'est de l'innovation organisationnelle, voire même institutionnelle. La deuxième raison, c'est que là aussi, bonne surprise de la première table ronde, la biodiversité était au menu et les ressources et le social, et donc il y a beaucoup d'enjeux. Alors que la plupart de nos organisations, que ce soit les organisations internes des entreprises, que ce soit les organisations sociales, sont faites enjeu par enjeu. Allez, hop, toi, tu es spécialiste du changement climatique, toi, tu es spécialiste de la productivité, des RH, de la nature, des approvisionnements, on va dire. Et donc, aujourd'hui, il s'agit de faire des choses de façon beaucoup plus transverse. L'intérêt d'EPE, Entreprise pour l'environnement, c'est qu'on ne fait aucun travail sectoriel et on fait aussi tous les compartiments de l'environnement. Donc, on s'occupe de climat, de biodiversité, de ressources, de santé, d'adaptation, d'océans. Et donc, on voit que, en fait, tout est interconnecté et on ne résoudra pas le changement climatique sans résoudre aussi la biodiversité. Et il y a besoin de faire ça, parce que si on fait que du travail sur le changement climatique, ben on va couper, on va gérer les forêts, on va les optimiser pour faire de l'absorption et du bois. On va optimiser l'agriculture pour faire de la méthanisation et des matériaux. Et puis, il n'y aura plus de biodiversité parce qu'on va faire que de la forêt industrielle et de l'agriculture industrielle pour maximiser tellement il y a de fossiles à remplacer. Donc, la biodiversité, les scientifiques nous disent, la crise de la biodiversité, en fait, elle est plus grave que celle du climat. Le climat, on a des solutions technologiques, on saurait faire. La biodiversité, c'est parti, on est dans la 6e extinction. Je cite le président du muséum, c'est pas un charlot quand même. On a juste commencé la 6e extinction, mais on va très, très vite. Donc ça va rester comme un choc plus rapide que les dinosaures. On est à 100 fois plus rapide que l'extinction des dinosaures. Donc on est quand même un choc. L'humanité est un choc pour la nature. Et donc il faut qu'on travaille sur l'ensemble des limites de la planète. Et ça suppose de travailler de façon très différente de ce qu'on travaille aujourd'hui. Et puis le dernier point, c'est que, et notre étude, dont je vous ai parlé, mais je vous incite surtout, étape 2030 de la transition écologique, on a fait tous des trajectoires, on a pris des engagements climat, des engagements biodiversité au niveau international, français, européen. Qu'est-ce qu'il faut avoir fait d'ici 2030 pour se mettre sur la trajectoire ? Pas pour avoir atteint, mais pour être sur une trajectoire crédible de transition écologique globale sur ces différents enjeux, là encore sans les séparer, compte tenu des réticences sociales, des problèmes de ressources, etc. Donc c'est une étude vraiment de synthèse des enjeux et elle arrive effectivement à une innovation globale organisationnelle impérative dont on fait le pari, après de nombreux débats et des débats au plus haut niveau des entreprises, que ça doit être possible, qui est de dire on peut le faire
avec de la croissance économique, mais avec une réduction de l'empreinte matérielle de notre société. Empreinte matérielle, carbone, nature et ressources. Donc ce découplage, dont Christian a dit quelques mots, l'étude fait le pari qu'avec un certain nombre d'innovations organisationnelles, institutionnelles, on peut le faire, mais que ça suppose que ces innovations, ces nouveaux cadres de vie collective, soient construits, là encore en cassant des barrières, en faisant agir et construire ça collectivement par les entreprises qui en effet ont les solutions, des pouvoirs publics qui peuvent, par des cadres appropriés, faire en sorte que ces solutions prévalent, soient économiques, soient rentables, pas très rentables, mais au moins un peu rentables, assez viables, on va dire, et puis par les citoyens, les consommateurs, ils sont citoyens, donc ils votent les politiques en question ou pas, ils consomment plus ou moins certaines choses, de certaines façons, ils vivent, ils habitent, ils se bougent, etc. Et donc, il y a besoin que tout ça soit construit par ces trois acteurs et pas qu'on dise « Ok, le Parlement va s'en occuper » ou « Ok, les entreprises ont les solutions, les entreprises et pouvoirs publics, ils vont le faire, puis nous, les consommateurs, on veut que ça soit transparent. » On ne peut pas le faire comme ça, il faut donc faire comprendre. Ça, c'est une innovation organisationnelle majeure. Donc, sur ce, je vais vous donner quand même des exemples beaucoup plus concrets de 4 innovations dont vous connaissez certaines. Premier exemple, l'ETS. L'ETS, c'est un rationnement des émissions. On a une ressource qui est la capacité d'absorption de l'atmosphère. On établit un mécanisme de rationnement. Et ça, c'est compatible. On réduit l'empreinte et on a une viabilité économique de beaucoup de solutions. On en a introduit un deuxième, et le vice-président de la région et le maire le représentant de La Rochelle vont dire que c'est difficile. Ça s'appelle le zéro artificialisation nette. Là aussi, on rationne l'usage des sols et on va faire de la croissance économique. Les terrains à bâtir vont monter de prix, mais on va préserver une partie de biodiversité. Une deuxième innovation, donc ça, c'est des innovations. Il y en aura d'autres à venir. Aujourd'hui, l'usage du bois, qui est massif. Il y a une très, très forte appétence pour prendre du bois. À un moment donné, il va quand même falloir en laisser sur pied pour, comme le disait Christian, absorber, pour ne pas déforester le reste de la planète. Et donc, on va être obligé de dire, non, le bois, c'est pas plus que tant. Il en a poussé tant l'année dernière, c'est ça qu'on peut manger cette année. Des choses comme ça. Donc ça, il faut s'y attendre. C'est des innovations qui vont venir. Deuxième exemple beaucoup plus agréable, qui a marché fantastiquement, l'éclairage public éteint la nuit dans les campagnes et les petites villes et les bourgs. Donc j'aimerais savoir à combien on allume à La Rochelle. Je ne regarderai peut-être pas cette nuit, mais en tout cas, ça fait de la trame noire, c'est bon pour l'électricité, pour la consommation d'énergie, c'est bon pour la santé. Et il n'y a pas de problème de sécurité, au contraire, parce que les malfrats, chacun sait qu'ils ont besoin de lumière comme tout le monde, donc on les voit venir. Donc voilà de l'innovation organisationnelle, sociale, sociétale, qui fonctionne extrêmement bien dans un certain nombre d'endroits, et j'espère que c'est promu un peu partout maintenant. Et puis, il y en a, je vais en citer une autre qui est une innovation organisationnelle dont on attend beaucoup. Ça concerne les entreprises parce que ça va produire des résultats et qui est un groupement d'intérêt scientifique qui a été créé il y a quelques mois entre l'ADEME, l'INRAE, vous voyez la question de la biomasse, l'IGN, parce que l'IGN supervise la gestion forestière en France, et France Agrimaire qui fait les filières agricoles. Ces 4 organismes ne se parlaient que très très peu. Bon, l'INRAE et France Agrimaire se parlent évidemment, mais le monde agricole est dans un coin, le monde forestier surtout, laissez-nous tranquilles, les forêts, et le monde énergétique maintenant a besoin de ces deux-là. Et ce GIS va commencer à produire de la compréhension des phénomènes, à faire, au lieu, on ne peut pas faire juste une hiérarchie des usages, parce que si on dit l'alimentation d'abord et puis les matériaux ensuite, et puis le carburant et l'énergie encore après, on n'aura jamais de biocarburant parce qu'on donnera tout à manger aux animaux, pour manger des animaux, plus de viande, alors qu'aujourd'hui, tout le monde commence à savoir qu'il faut quand même manger moins de viande pour dégager, pas forcément pour des carburants, mais au moins pour des matériaux ou pour de la chimie, etc. Donc ça, c'était une innovation organisationnelle extrêmement importante d'arriver à faire travailler ensemble ces deux sphères qui ne le font pas du tout traditionnellement. Et puis je vais quand même citer 2 dernières petites innovations. Une pour rendre hommage à La Rochelle, qui a quand même fait un premier contrat où Suez, on a vu déchets là sur la vidéo, où Suez gagne plus d'argent s'il y a moins de déchets collectés.
C'est une première. Merci La Rochelle, toujours pionnier. Et puis quand même, pour stimuler un peu la concurrence, Veolia a la même chose sur l'eau à Dunkerque. Donc, La Rochelle peut peut-être faire aussi sur l'eau maintenant. Il n'y a pas de raison de ne pas continuer. C'est des innovations comme il va en falloir beaucoup, beaucoup. Mais c'est ces deux contrats très pionniers. Et comme disent les représentants, ben voilà, on en a un, maintenant il n'y en a plus que 100 000. Et donc, voilà les exemples que je voulais vous donner pour dire que c'est possible. Il y en a beaucoup d'autres. Les entreprises de PE sont engagées et s'engagent dans des process sur la sobriété, sur la transition alimentaire, sur évidemment la transition de la mobilité et des bâtiments, de leurs bâtiments, de la vie de leurs salariés. Et là encore, sortant un petit peu, cassant la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, il y a des initiatives où on aide les salariés à faire leur transition. La restauration collective en fait partie. Et donc, toute cette innovation, elle est en train d'être en ébullition. Et je suis sûre que j'ai été un peu trop longue, mais c'est très gentil de m'avoir laissé parler. Non, pas du tout. C'est passionnant. Effectivement, vous avez bien fait d'insister sur ces innovations organisationnelles, sur l'effet rebond. Effectivement, c'est un sujet important. Et Myriam, qui a longtemps œuvré dans la rénovation énergétique des bâtiments, le sait. Si on fait une rénovation énergétique d'un logement qui était chauffé à 17, 18, 19 degrés, avec l'effet rebond, effectivement, on a tendance à chauffer à 21 degrés, voire plus, et on n'économise plus d'énergie. La biodiversité, on n'insiste jamais assez sur le fait que la biodiversité, c'est fondamental pour essayer de réguler le changement climatique. Alors la question que je me pose, c'est par rapport à l'équité qui a été aussi évoquée. Comment on peut assurer de l'équité dans la mise en place d'innovations organisationnelles, et notamment en matière de sobriété? Alors, c'était long, mais merci de la question. La sobriété tient donc une très grande place, parce que la réduction de l'empreinte matérielle, c'est de la sobriété sur un certain nombre de choses, mais ça se construit. La rénovation énergétique des bâtiments, qui est un thème qui est très cher à EPE, est un des meilleurs exemples, et aussi un meilleur exemple de ce défi social qu'il faut résoudre si on veut le faire. La réponse d'EPE, je vais citer Catherine MacGregor, qui hier, à la REF, au colloque à l'université d'été du MEDEF, des entreprises de France, a dit sur scène, il faut que ceux qui peuvent payer payent, et qu'on concentre les aides sur ceux qui ne peuvent pas payer leur investissement. Il en faut beaucoup. Il faut sans doute augmenter aussi le volume global. Mais en tout cas, il faut surtout que la transition soit abordable, que l'investissement pour se mettre à l'abri des chocs de prix et de l'augmentation des prix soit facilité pour les personnes qui ne peuvent pas le payer, soit pas forcément facilité pour les personnes qui peuvent le payer. Et ceci parce que de toute façon, on évitera ces effets rebonds qu'avec des prix de l'énergie qui vont monter. Le marché des quotas, il va être étendu. Il y a un marché des quotas du détail qui va être mis en place, commencer à fonctionner en 2026, ce qui veut dire qu'il y aura une contribution climat-énergie pour tout le monde, pas seulement pour les industriels. Et un prix des quotas qui va être mis dans les prix. Enfin, on ne le verra pas, hein, ce n'est pas une carte individuelle, mais il va arriver dans les prix. Donc le prix des énergies fossiles va monter en Europe à partir de 2026, mais surtout à partir de 2030. Et donc, pour préparer la population à ça, il faut que les gens qui sont précaires énergétiquement, ils soient rapidement aidés à avoir un logement qui puisse réduire la consommation, parce qu'à ce moment-là, le prix leur permettra de revenir à 18 ou 19 degrés, donc à une température supportable, mais quand même dans un certain confort et avec une dépense qui sera maîtrisée. Donc on voit bien que tout est compliqué, hein. La transition écologique, tout est compliqué. C'est beaucoup d'argent à mobiliser, mais il va falloir être très sélectif dans les aides publiques. On ne peut pas faire penser aux Français que l'État français va payer tout pour tout le monde. Et même pour beaucoup de classes moyennes, il y a un effort à faire sur quelques années. C'est un investissement, mais c'est un investissement qui, franchement, on fait des investissements bien plus importants pour ses enfants. On achète une maison pour ses enfants, on crée une entreprise pour ses enfants, etc. Là, le problème de la transmission, on ne peut pas ne pas transmettre à ses enfants une maison isolée ou ne pas transmettre à ses enfants une planète fonctionnelle. Vraiment, on en est à ce stade-là. Donc, c'est un investissement qui en vaut la peine et qu'il faut faire dès qu'on peut le faire. Ceux qui ne peuvent pas peuvent être aidés. Bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Alors,
Myriam et Pierre, pour vous, la seule solution, c'est la régénération. Alors, si vous voulez tout savoir sur la régénération sans avoir osé le demander, je vous conseille le petit livre écrit par Pierre Muniz-Barreto et Myriam sur ce sujet. Alors, la régénération, si j'ai bien compris, c'est l'être humain, là on parle des sciences comportementales, qui démontre ses capacités à se renouveler, à faire face aux épreuves et à évoluer. Et chaque être humain possède en lui une force de régénération. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc peut-être on va démarrer par Pierre. Est-ce que vous pourriez nous expliciter un peu plus ce concept de régénération? Oui, merci. Alors d'abord, je me permets, excusez-moi, un tout petit correctif personnellement. Et avec Myriam, on parle de régénération et non pas de regénération. Toutes mes excuses. Non, mais c'est juste pour bien situer les choses et être précis. Avant de dire un mot sur ce qu'est la régénération, enfin le principe de régénération, et sur ensuite comment il peut s'appliquer dans un certain nombre d'activités humaines, je voudrais faire un tout petit rappel sur le vivant. Dire que le vivant fonctionne depuis la nuit des temps selon des systèmes de survie, que les systèmes de survie partent du principe de saisie d'opportunité, à la base. Mais que le vivant évoluant, il est allé vers la mise en place de conditions de durabilité de ce principe de saisie d'opportunité qui est un peu fragile, évidemment. Bon. Les systèmes de survie fonctionnent en premier lieu selon des dynamiques dissipatives. C'est-à-dire des dynamiques qui échangent de l'énergie ou de la matière ou même de l'information avec son environnement dans une dynamique qui est opposée à l'équilibre réputé stable du principe thermodynamique. Je ne suis pas scientifique, j'essaie de faire un peu de vulgarisation sur quelques principes fondamentaux. Bon. Alors, dans un tel contexte, le vivant, les systèmes de survie, les dynamiques dissipatives, on observe que progressivement, très progressivement, le vivant a développé des stratégies de homéostasie, c'est-à-dire ce qui tend à maintenir l'équilibre interne malgré des contraintes extérieures, de sobriété. La sobriété naturelle, c'est la gestion des ressources limitées au strict nécessaire. On constate que la plupart des animaux, ou même des végétaux, ne prennent sur leur environnement que ce qui est strictement nécessaire à leur survie, pas plus, il n'y a que l'être humain qui déborde. 3, le principe de circularité auto-ressourçante. 4, le principe de symbiose mutualiste. Je souligne mutualiste parce qu'il y a différents types de symbiose. Le mot symbiose est parfois cité comme un mot magique, sauf que la symbiose ou la dynamique symbiotique n'est pas du tout une solution. Je vous donne un exemple de symbiose négative, c'est le parasitisme. C'est de la symbiose, mais négative. Donc la symbiose mutualiste, c'est une dynamique partenariale, coopérative, c'est une association biologique durable, réciproquement profitable entre deux ou plusieurs organismes. Symbiose mutualiste. Et pour finir, le principe, alors c'est un peu technique, pardon, mais d'autopoïèse, c'est-à-dire la propriété d'autocréation d'un système par lui-même, autant que possible, et dans une certaine limite, bien entendu. Ces 5 principes qui ont été observés par les scientifiques, les naturalistes, les biologistes, etc., il se trouve qu'un certain nombre de personnes ont, depuis peu, voulu les transposer aux activités humaines en se disant, mais dans le fond, on a là un certain nombre de principes qui sont tout à fait formidables, qui sont inspirants et qui devraient pouvoir nous permettre de mieux répondre à la crise environnementale, climatique, énergétique, etc. Transposer aux activités humaines, ça donne quoi? Favoriser les équilibres systémiques, internes ou externes. La sobriété, on la retrouve, cette fois-ci elle n'est plus naturelle, elle est organisée. Elle correspond simplement à l'intégration des limites dans la gestion des ressources. La circularité, on peut parler de la gestion circulaire des ressources qui s'est beaucoup développée, du fait que les intrants ou les extrants de toute activité soient le plus possible réutilisables ou recyclables. On peut parler de la mise
mise en place de boucles de rétroaction négative, c'est-à-dire qui privilégient l'atténuation des dynamiques dissipatives dont on a parlé tout à l'heure. Quatrièmement, le mutualisme. On a parlé de symbiose mutualiste, donc le principe mutualiste. Par exemple, les communautés d'usage-partage qui se sont beaucoup développées et qui sont effectivement prometteuses dans un certain nombre d'activités. Le localisme, des ressources et des flux. Et puis, je fais un petit pas de côté, mais c'est intéressant. J'aurais pu ne pas le signaler, mais j'y tiens, j'aime bien. Le biomimétisme positif, c'est-à-dire un impact sociétal positif. Vous savez, le biomimétisme, c'est on s'inspire de ce qu'on observe dans la nature pour le transposer à un certain nombre, justement, d'innovations. Là, ça devient intéressant. Voilà. Donc ça, c'est la base du principe de régénération et de la possibilité de le transposer à un certain nombre d'activités humaines. Et alors Myriam, ce principe de régénération appliqué au paradigme éco-énergétique, ça donne quoi? Eh bien, je crois qu'on a beaucoup parlé de cela ce matin et c'est important. En fait, l'idée de ce livre est venue d'une rencontre improbable, hein, puisqu'on n'avait une vocation ni Pierre ni moi, par nos expériences, à se rencontrer et à travailler ensemble. Et en fait, je me suis dit, on ne peut pas imaginer que les gens changent parce qu'il y a une urgence climatique et parce qu'il y a une contrainte réglementaire. Moi, je ne suis pas du tout pour l'écologie punitive, vous l'avez compris, c'est tout l'inverse et on cherche des leviers totalement différents. Et donc, je disais à Pierre, écoutez, vous qui êtes un expert des intelligences humaines, comment on peut aller chercher ces forces, ces leviers qui vont au-delà de l'obligation ou au-delà de la contrainte de l'urgence. Et en fait, Pierre a interrogé énormément de gens, j'en ai rencontré plusieurs aussi. Je me suis appuyée sur ma propre expérience. Moi, j'ai démarré dans le pétrole et dans le gaz, avant de créer économie d'énergie et donc de parler sobriété, efficacité énergétique ou d'être devant vous avec E5T. Et en fait, on s'est aperçu que le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'à un moment, il y avait, et je crois que Bettina l'a très bien dit tout à l'heure en parlant des sciences sociales, avait trouvé le sens de l'espoir et le sens de la vie, quelque part, pourquoi on vit, plutôt que le sens de l'apocalypse, pour reprendre le terme de Bettina, et du désespoir et de tout est foutu. Et en fait, de là, on a tiré finalement un certain nombre d'enseignements qui nous amènent à réfléchir sur cette nouvelle façon de se positionner comme être humain, en se souvenant juste d'un truc assez basique, c'est que nous avons une intelligence, évidemment, un QI, on l'a découvert depuis 1910, il y en a qui ont des grands QI, d'autres des petits QI, mais bon, voilà, en moyenne, le QI global dans le monde, paraît-il, baisse de 20, mais on a tous un QI, ça c'est l'intelligence qu'on appelait les hard skills, les connaissances que l'on doit accumuler. On a tous un QE, qu'on a oublié, c'est notre quotient émotionnel, l'intelligence rationnelle, l'intelligence émotionnelle. On a une intelligence physique, probablement. Ce matin, je me disais, tiens, il fait 25 degrés, j'ai pas chaud, alors qu'il y a 15 ans de ça, je me serais dit, vraiment, il fait chaud. On s'est adapté de probablement 4 à 5 degrés, ça n'a rien de scientifique, ce que je vous dis. Et puis une intelligence spirituelle, c'est-à-dire cette capacité à se repositionner dans le secret, la magie, le cadeau de ce qu'est la vie humaine sur cette planète. Il y en a plein d'autres dans l'univers, mais à notre connaissance, aujourd'hui, aucune n'est capable d'accueillir le cadeau de la vie humaine comme le fait notre planète. Et donc, quelque part, quand on prend conscience de ça, on se dit, il faut bien sûr travailler sur toutes ces intelligences. On ne peut plus travailler que sur notre intelligence rationnelle. Je lisais récemment que pour arriver à avoir en tête ce que ChatGPT version 4 a accumulé comme connaissances, il faut juste qu'on lise 8 heures par jour pendant 22 000 ans. Alors, à moins d'avoir vraiment plusieurs vies, ça va être difficile pour nous tous. Donc, quelque part, comment on peut continuer à avoir de l'espoir quand dans un monde où cette intelligence rationnelle, il y a un relais qui est pris par l'intelligence artificielle notamment. Et donc, on s'est dit, il va falloir muscler, et c'est récurrent depuis ce matin, ces capacités de leadership, sciences humaines et sociales, leadership à la française, appelons-le comme on voudra,
où on doit réapprendre le sens de l'être humain dans cette planète, avec un nouveau rapport à la planète. On a beaucoup parlé d'Anthropocène dans Les émotions de la Terre, qui est un livre de chevet pour moi. On doit plutôt se rappeler, passer à la phase de Symbiocène, comment on redéfinit notre rapport à la planète. On apprend des nouveaux mots. Hier, on voyait les effets sur l'île de Ré de Xynthia, et donc je rappelais que depuis 2020, il y a dans le dictionnaire ce mot de solastalgie, qu'est-ce qu'on éprouve face à un événement climatique majeur. C'est un mélange de tristesse, de vulnérabilité, d'impuissance, de colère. Et donc on redécouvre les émotions, sachant qu'on est à peu près tous des analphabètes émotionnels, qu'il va falloir s'alphabétiser émotionnellement et spirituellement. Et là, on n'est pas préparé. Et la première pierre angulaire pour se préparer, c'est déjà de lutter contre la peur. Et il est évident que pour lutter contre la peur, on a besoin de coopérer et de se dire qu'un plus 1 égale 3. Donc il y a un secret des relations positives, des relations où ensemble on va faire beaucoup plus qu'individuellement. C'est la loi de la systémique, donc qu'on doit apprendre à faire agir. Et donc, puisque je m'exprime aussi, pas seulement par rapport à ce livre, mais aussi au titre de Sainte Éducation, on s'est dit, on a besoin de créer un collectif de gens qui ont envie de continuer à apprendre au-delà des échanges que nous avons dans les universités, avec 100 leaders pour la planète, pour ensemble créer une force et créer vraiment des choses innovantes, originales. Einstein disait on ne peut pas régler les problèmes au même niveau de conscience que celui que l'on avait quand on les a créés. Ça paraît une évidence, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, comment s'autoriser à penser large, à rêver, pour avoir quelques idées en tête. Shakespeare maîtrisait 65 000 mots. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est 25 000 mots. Un être humain moyen, c'est entre 3 et 8 000. On voit où on se situe les uns et les autres. Bon, il est évident qu'il faut des mots pour pouvoir rêver. Bon, Walt Disney disait plus simplement « If you can dream it, you can do it ». Donc, comment on fait pour s'autoriser à rêver? Bon, on ne peut plus le faire au niveau individuel et dans une espèce d'entropie. On a besoin vraiment de faire ce que l'on fait aujourd'hui, de partager avec des valeurs de bienveillance, de gentillesse, d'enthousiasme, d'espoir. Et voilà ce qu'on a essayé de créer autour de 100 leaders pour la planète. J'ai vu des transformations de personnes absolument incroyables. Je ne vais pas les citer, mais elles se reconnaîtront, juste parce qu'on sait de quoi on parle. On n'est pas dans les évaluations de café de commerce. On apprend, parce qu'on doit continuer à apprendre, mais on apprend que si on ne sait pas, il y a des experts, beaucoup plus experts que nous autour, à qui on peut avoir recours. Et on va partager et aller chercher cette force à nous qui, franchement, nous permet de faire beaucoup plus de ce que l'on pourrait imaginer, de ce que l'on se pense et on se croit capable. Et voilà un petit peu l'esprit qu'on a voulu insuffler dans 100 leaders pour la planète, avec souvent, bien sûr, des nouveaux business models. Claire en a parlé, où on va donner une valeur aux intangibles. En 2008, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait Services, bénéfices et croissance, donc un modèle de Harvard où on donnait une valeur aux intangibles, donc à ceux que l'on ne compte pas. Aujourd'hui, je trouve assez génial qu'on puisse payer plus pour des choses que l'on a économisées, puisqu'on ne sait pas le faire. Donc, on a appris petit à petit. En revanche, sur la sobriété, malheureusement, j'aurais dit exactement ce qu'a dit Catherine McGregor il y a 15 ans. Aujourd'hui, en France, on a un pouvoir d'achat à 3 000 €. On est riche en France avec 3 000 € par mois. Ça veut dire que pour faire des rénovations énergétiques un peu poussées, c'est 1 an de salaire. C'est beaucoup trop pour se dire qu'on est suffisamment riche pour faire ça. Donc je crois qu'on va passer à la phase d'après, et je vous engage à découvrir Disco, qui est un autre des projets dans lequel on s'investit, où il va vraiment falloir allier des financements privés, d'État et bancaires, pour pouvoir réussir à répondre financièrement à cet enjeu de la rénovation. On ne pourra pas juste se contenter, je regrette beaucoup, de dire les pauvres ne paieront pas et les riches, c'est sous-entendu jusqu'à 3 000 € par mois, vont payer. Ce n'est pas possible. Donc il ne va pas tomber dans ce genre d'excès non plus. Donc la prochaine, on va inviter les gens du MEDEF à venir un petit peu ici. Voilà. Bon, c'est juste une petite anecdote, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut sophistiquer nos types de réponses, on ne va pas le faire que par notre intelligence rationnelle et par des choses
un peu simple ou simpliste, on va le faire parce qu'on va sophistiquer collectivement notre façon de penser, d'agir. Et ça va nous pousser à effacer aussi des jalousies, à savoir se réinventer, à donner le meilleur de nous-mêmes. Et on n'est pas malheureusement aujourd'hui encore dans une modèle mental, je reprends l'expression d'Olivier Catra, qui nous pousse à donner à chacun le meilleur de nous-mêmes au niveau intellectuel, émotionnel et spirituel. Comment on va retrouver ça? Je n'ai pas la réponse tout de suite, mais j'espère que des personnes comme Pierre et ce genre de petit ouvrage qui nous amène à mieux explorer notre potentiel humain nous y aident. Donc remettre l'humain au centre, remettre du sens dans tout ce qu'on fait, effectivement, c'est fondamental. Faire le lien entre la technologie et les sciences comportementales, c'est fondamental. Ça nous fait ressortir, ça nous rend plus résilients, ça permet de surmonter nos peurs. Mais la question que je me pose, et je ne sais pas si Claire voulait rajouter quelque chose, mais la question que je me pose, c'est les concepts sont là, c'est bien, mais E5T éducation est formidable parce qu'effectivement, ça permet à l'échelle de 5T éducation de former des leaders à ces sciences comportementales. Mais la direction est bonne, mais comment est-ce qu'on peut amplifier et accélérer? Parce que l'ambition est énorme. Je vais donner je vais être brève, donc je n'ai pas dit les 12 priorités sur lesquelles on arrive, mais je vais dire 2 mots sur 2 d'entre elles. La première, c'est sur cette question de sens. C'est complètement perçu. Et il y a un aspect, il faut associer tout le monde. Il faut que tout le monde soit. C'est pas qu'il faut associer tout le monde, c'est que tout le monde doit avoir envie d'être associé. Et dans les entreprises, c'est extraordinairement important. Il y a une appétence, il y a une demande d'un certain nombre de pionniers, encore dans les salariés, qui essayent d'entraîner l'ensemble du corps social de l'entreprise. C'est pas la direction qui peut imposer. Si les gens n'ont pas envie d'acquérir ces nouvelles compétences, de complexifier, parce que tu as dit le mot complexité, la transition écologique, c'est compliqué, c'est plus compliqué. Donc il faut avoir envie de le faire. Et donc il y a des gens qui ont envie et ça se propage. Et on a fait un colloque sur, donc il y a un aspect RH extrêmement important, association, dialogue social, etc. On a fait un colloque sur le dialogue social et la transition écologique qui a montré une appétence de la part de tous les partenaires. Donc il faut le faire, il faut saisir cette appétence et il faut construire dessus. Ce n'est pas encore construit, loin de là, mais il y a en tout cas des déclarations d'intérêt commun et c'est un dialogue qui est noué. C'est extrêmement important. La deuxième chose pour sophistiquer un peu le contrat social, puisque effectivement, on a évoqué cette question de ça veut dire quoi l'équité dans la transition écologique. Il y a l'équité, c'est 2 choses. Il y a un aspect, en fait, souvent qu'on confond. La première, c'est la solidarité. C'est les gens qui ne peuvent pas doivent être aidés pour pouvoir. Et effectivement, des gens qui gagnent 3 000 € par mois et qui ont plusieurs enfants ou des maisons loin, etc., il faut peut-être les aider à changer de maison parce qu'on n'est pas obligé d'être loin de son travail si on peut, mais il y a peut-être un sacrifice à faire en termes de surface. Donc il y a une réflexion, il y aura sans doute un besoin d'accompagnement des familles sur c'est quoi votre transition écologique. C'était une idée qui avait couru au moment du Grenelle de l'environnement. Bon, on n'y est pas encore, mais ça reviendra parce que chaque famille va devoir se poser la question. La deuxième, mais effectivement, il y a un besoin d'aide de l'État et puis d'étalement dans le temps, de trésorerie, de moyens d'ingénierie financière. Mais ça, c'est l'aspect solidarité. Il y a un deuxième aspect, c'est on ne peut pas dire aux gens faites un effort, d'accord, c'est pour vos petits-enfants, mais il y a une contrepartie. Il faut que les gens y trouvent leur compte. Et c'est qu'est-ce qu'il y a comme appétence, qu'est-ce qu'il y a comme préoccupation, comme réclamation sociale en ce moment. Il y a un souci d'équité, de réduction des inégalités. Et la 12e priorité qu'on dit, c'est si vous voulez, il faut un nouveau contrat social. Il faut un nouveau contrat social où on demande en effet un effort de transition à des gens. On va demander aux gens de changer leur façon de s'alimenter progressivement, pas tous pareils, mais quand même de changer quelque chose, parce que globalement, il faut que ça change. Donc, il faut bien qu'il y en ait qui changent. Et ça ne peut pas être les 10% de véganes ou végétariens actuels. Donc, c'est plus massif que ça. De changer leur maison, de changer leur façon de prendre des vacances. Ils commencent à le faire un peu, mais pas beaucoup. Leur mobilité. Donc, il y a beaucoup de changements qui sont certes monétaires, mais aussi juste le simple changement est difficile. Donc, on demande un effort à beaucoup de gens. Et cet effort, enfin, on demande... La planète demande, ce n'est pas les entreprises qui demandent. Les entreprises, elles servent leurs consommateurs. Donc, il y aura des cadres de vie collective qui vont faire émerger des demandes de changement de beaucoup de gens.
Et la contrepartie pour que ces cadres soient acceptés, votés, décidés collectivement, d'une part, c'est qu'ils soient bien compris au départ, pourquoi on fait ça, etc. Et d'autre part, c'est que la contrepartie, ça doit être quelque chose qu'ils attendent et qui pourrait être une réduction des inégalités. Et c'est la 12e priorité qu'on identifie, c'est cette exigence d'un contrat social complètement différent, qui va reposer sur de l'émotionnel. Un contrat social, c'est de l'émotionnel, sociétal, politique. Ce n'est pas aux entreprises de le faire, c'est à co-construire avec beaucoup d'acteurs. C'est pour ça que je suis ravie d'être là. Bien, avec Robert Bell, maintenant nous allons traverser l'Atlantique, puisqu'il se passe aussi pas mal de choses côté US. And Robert, we are going to switch to English, I guess. Okay. So we've seen over the last few years a significant increase in awareness and public opinion regarding climate change. I think more and more American people are convinced that climate is actually changing, including in Texas. And the Biden administration rejoined the Paris Agreement, so I suppose this is good news. Passed the Inflation Reduction Act, which stimulates massive investments in clean technologies. But I would be interested if you could explain to us how you perceive the Inflation Reduction Act, and how would you compare it with what's happening in the EU, I mean with the EU Green Deal, for instance. So what is your perception of all this? Yes, I'd be happy to do that, and thank you for inviting me, Miriam, to this panel. The Inflation Reduction Act is no joke. It's the biggest single piece of legislation in the green story in anybody's lifetime in this room. Whether it will save the human race from global warming is still up in the air. It would take more than the Inflation Reduction Act. Inflation Reduction Act is a fake name. It's a camouflage name to get this thing through Congress. It should be called the Renewable Energy Investment Act. But like many laws in the United States, it has a fake name in order to get the votes in the Senate and the House of Representatives. In the 2 years since this law has been passed, something like, it depends on whom you ask on the number I'm about to give, but something like $140 billion has been invested, not spent on renewable projects, not buying electric cars that are made in China or elsewhere, but on infrastructure to build the cars, to make batteries, to dig the mines, to get the lithium, all of that. 80 billion in the first year, 40 billion this past year. The data is just in. It was actually released recently, just a few weeks ago, by the Internal Revenue Service, because the law is administered not by an agency. It has a political director, a guy named John Podesta, very clever guy. But it's administered by the Internal Revenue Service using a system of tax deductions, which allows you to simply reduce your taxes by the amount of the subsidy, which means there's no government commission saying, oh, this society or that society. All of it is operating by market forces. So that gets rid of a lot of problems. Europe does not have a comparable law, I think because of the political system in Europe. The awareness of the general population is much greater throughout most of Europe than in the United States, although some parts of the United States, the awareness is exactly the same or more. In California and big cities, for sure. But there are other parts of the country that are owned and operated by the oil lobby. Now, just an hour ago, literally an hour before this round table began, Le Monde published an article of mine on the internet, Le Monde Économie. Let me just read you the title because it gives you an idea of what Biden and Europe
is up against. Chacune des 5 majors de pétrole est contrôlée par pas plus de 25 actionnaires institutionnels. 25. The companies that, these are mutual funds or pension funds or insurance companies, but each of them has one person at the head of those funds. So they're most of them are American. 60-some% of the funds that own the fossil fuel industry are American. The data is in the article. You see it. Total is owned by 40%. 40% of Total is controlled by 25 of these funds. Most of them American. Okay. Exxon is controlled maybe 45% by these funds. Chevron, a majority is controlled by these funds. A majority. Okay. This is the political lobby that is stopping the transition into renewable energy. And all of these wonderful suggestions that we have heard today are great, but against this force of big money, we need another approach, in my view. We need to address the big money. And remember, these funds are not the oil companies themselves. The oil companies are the agents of these funds. The money talks, not this is not a bunch of swaggering Texans in cowboy hats and cowboy boots, or Arab sheiks in their flowing robes and sunglasses. These are bureaucrats sitting in offices in Vanguard in Midtown Manhattan. Well, Vanguard's in Pennsylvania, near Philadelphia. But in J.P. Morgan Chase in Midtown Manhattan, or BlackRock in Midtown Manhattan, 25 of these characters can sit around, and I think sometimes do, can sit around a table and decide what's going to happen in France. But Robert, you say money talks. Yeah. I mean, that's a fact. But what about American people? I mean, do you see American people starting to change their way of life? I mean, let's say to go for more greener cars and so on, or are they just willing to stick to their SUVs? I mean, do you see a change in behavior? Yes. Because this morning we spoke a lot about behavioral science. I mean, do you see this happening in the US or not? Yes, I do, and I have data on that, which I can recite. But first, I want to point out one thing. Trump, who might be elected president, right now I don't think he will be, the way the sondages are showing. It looks like he'll be defeated, fortunately. He got over 15, somewhere 15, 16 top oil executives and a few fund managers in his estate in Florida, in Mar-a-Lago, and said to them, literally, it was widely reported in the press, and there is now a Senate investigation of it, because it was outright bribery is what he was asking for. He said, give me $1 billion for my campaign, and I will throw out the Inflation Reduction Act. Right there is evidence that the Inflation Reduction Act is working, because he was trying to get the oil companies to get rid of it by paying him. How many of them have paid him, I don't know. But that is literally what he tried to do. Now, the spirit of the population. There's data on that now. How many people have bought electric cars? Last year, the number went up 20% over the year before. The year before that, it had actually gone up 30%. So it's slightly diminished. The cars are expensive. They cost 50, 60, the average price is $50,000. The Inflation Reduction Act gives you an immediate rebate of $7,500 on the car. Now, the European Union has almost an
identical subsidy, almost exactly the same amount of money. So the question isn't the spirit of the people. I think it's about the same. The question is, where is the money going? And with the Inflation Reduction Act, the Inflation Reduction Act is an industrial policy. It says all those cars are going to be made in the United States. The batteries are going to be made in the United States. The mines are going to be in the United States. The European Union, just to make sure that happens, 2 months ago, Biden imposed a 100% tariff on Chinese electric cars. 100%. He doubled the price because the Chinese were beginning to export cheap electric cars, $30,000 electric cars, $40,000 electric cars. Now their $40,000 electric car costs $80,000 in the United States. So they've been priced out of the market. What is happening in Europe is not the same. The tariffs just recently announced, just last week, for example, for Teslas made in China, there was already a 10% tariff, and another 9% was added. So we see a tariff of 19%. For the biggest tariff on any Chinese-made car that has a European manufacturer operating in China is close to 50%, just under 50%. So Europe simply does not have as strong an industrial policy as the United States has. But does that mean, in your views, that the US has a better chance to reach carbon neutrality in 2050 than Europe? I mean, is US more efficient in that, betting more on technology and production than the EU, or what's your bet on this? Yes, I think number one, yes, and I want to add something to that. If Europe continues with its current policies, it might get carbon neutrality and owe its soul to China. China will own Europe's soul. China will have the same power over Europe that Saudi Arabia does now. The only way out of that is an industrial policy, is just copy the industrial policy of the US. Put 100% tariff on American cars that would be sold in Europe. Do exactly what the US is doing. That, by the way, is what Biden wants. They've announced that that's what they want. They've sent negotiators over here to try to get them to do the same thing. And then they can make a mutual deal so they can all develop these things together. Okay, Robert, thank you very much for this. You want to add something very quickly? The tax data is in, and we know how much, because it's about individuals. We know how much individuals have put into putting photovoltaic panels on their roofs or battery installations in their homes because they get a 30% tax rebate on that with the Inflation Reduction Act. And the number is small. For last year, the total number who filed to get the rebate was just a little over 1 million taxpayers, 1 million out of 100 million. And for battery installations, it was half that number. So for individuals, the Inflation Reduction Act has failed. It obviously has failed. If I have 30 seconds more, I could explain why. In order to put those panels on your roof, you have to have the money for the panels. And, which means you have to take out a loan or make a deal with a company to do that. And in order to get that tax deduction, that tax rebate, not a deduction, rebate, you have to itemize your deductions when you file your taxes. Only 10% of the US population does. So the result is that the legislation to encourage this transition for individuals has totally failed.
For big companies, it's a spectacular success. Thank you very much, Robert, for this testimonial. I mean, it shows that we have to learn some lessons as well from our American friends. Et maintenant, après les nourritures intellectuelles, les nourritures spirituelles, je crois que Myriam, nous allons passer maintenant aux nourritures terrestres. Donc, je vais vous laisser la parole. Et merci à tous nos participants. Que Nicolas Turquin était là et voulait nous dire un petit mot sur l'efficacité énergétique. Alors Nicolas, on parle beaucoup d'efficacité, juste le mot. Je suis bien embêté parce que en fait, je suis là aujourd'hui, j'ai un gros souci, je viens d'acheter une maison à La Rochelle. J'ai fait de super affaire, hein. Mon agent immobilier m'a dit t'inquiète pas, c'est le super truc et tout, DPEG. Et là, je ne sais pas comment m'en sortir. Les argiles qui gonflent, on en parle. Les RGA. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un qui peut me mettre des chiffres à l'écran, s'il vous plaît? Les argiles qui gonflent, c'est une catastrophe. Rétractation des argiles, si ma maison se fissure, je ne sais pas. La prime rénov', n'en parlons même pas. On ne sait même pas par quel bout commencer. Donc, je suis vraiment dans une situation, vraiment dans une situation compliquée. Est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Je ne l'ai pas payé cher la maison, hein. Mais est-ce qu'elle en vaut vraiment le prix? Puis alors mon banquier, il me tanne sur un sujet qui est complètement, c'est la garantie. Je ne l'ai pas payé cher, mais est-ce que ma maison va valoir quelque chose dans 5 ans? Vous imaginez un peu le sujet? On va passer, regardez, je vais vous montrer des chiffres. Regardez les chiffres. Part de la consommation énergétique française, 43%. Part de l'immobilier en émissions de CO2, 36%. Logement classe G, 15 millions. Proportion passoire énergétique en France, 40%. Quand je vois tout ça, moi, je ne comprends plus rien parce que, regardez, les Français se sentent concernés. Bien évidemment, ils se sentent concernés parce que ça touche au porte-monnaie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le banquier, lui, c'est pareil. Quand il est découvert, il n'aime pas ça. Donc, quand ça coûte trop cher. Et donc, ils sont prêts à s'engager dans les travaux. Moi, je suis prêt à m'engager, mais je ne sais pas comment faire. Ah, mais attendez, bougez pas. Si, ça me vient. J'ai une copine, elle s'appelle Charlotte, je vais l'appeler tout de suite. Éventuellement, elle va peut-être pouvoir m'aider parce qu'elle m'avait dit qu'elle connaissait un peu le sujet. Oui, Charlotte? Charlotte, est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Ah bah voilà, regardez, elle est là, elle arrive. Ah ben Myriam, je sais pas pour l'instant. Mais alors Charlotte, par contre, elle va m'aider parce que c'est la spécialiste. Elle va vous présenter tout ce qu'elle sait faire. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je te laisse la parole. J'espère que tu vas pouvoir me rassurer et que je vais pouvoir manger sans ulcère ce midi. C'est possible? Je pense que tu vas te détendre. Avec Myriam, je peux m'asseoir? Ah bon, bah super, alors. Je m'assois. Et le passe vert, parce que tu sais que Myriam travaille sur ces sujets depuis toujours, et on s'est dit... Plus longtemps depuis que 2 jours. Là, tu me rassures pas, Charlotte. Là, franchement, tu me rassures pas du tout. Et justement, parce qu'il y a toutes ces problématiques sur l'immobilier, sur l'habitation, qu'on est tous perdus, comment améliorer l'efficacité énergétique de nos logements, mais ce n'est pas qu'une question de responsabilité environnementale. On a parlé beaucoup de l'environnement et de l'impact sociétal, mais c'est mon budget, mon pouvoir d'achat, c'est la valeur de mon bien, parce que comme tu l'as dit, tu as fait une bonne affaire en achetant un bien en G, bah maintenant, il va falloir payer les travaux. Et puis, c'est mon confort. Moi, j'ai trop chaud chez moi en ce moment. Je n'avais pas l'habitude de la clim. Comment on va faire? Et donc, on s'est penché sur le sujet et on a créé le passe vert. Alors, on a un petit stand où on serait ravis de faire vos passes verts sur vos maisons avec... Ah ouais, avec comme objectif... C'est le stand disco. Avec comme objectif d'évaluer votre DPE, ou s'il est, on va le récupérer tout de suite avec votre adresse, et puis ensuite vous accompagner dans un parcours de travaux, d'autoproduction, de gestes, d'éco-gestes, vous aider sur la voiture. Tu peux acheter la voiture électrique aussi? Mais oui, et puis il y a la Tesla juste à côté. Juste en face, ah bah oui, je crois que j'ai vu une Tesla tout à l'heure, donc ah bah oui. Et puis on va t'embarquer sur un programme sur le long terme où tu vas voir tes économies, l'amélioration de la valeur de ton bien, et puis sur aussi les aspects réglementaires, que tu puisses vendre et louer ta maison en permanence.
Donc, t'inquiète pas, venez nous voir et viens Nicolas sur le stand Disco, et puis on va travailler là-dessus. C'est mon banquier qui va être content. Le banquier va être content. Il va me Bravo. prêter des sous. Bon, bah, voilà, il n'y a plus qu'à aller vous voir et découvrir Disco, qui est une version améliorée pour l'efficacité énergétique. Merci à tous nos invités. Restez avec moi, on va vous présenter notre nouvel outil avant le déjeuner de lutte contre le changement climatique avec Franck. Alors, il arrive. Et en attendant que notre outil arrive, on a le plaisir de recevoir Ruben Sarfati. Ruben, où est Ruben? Qui a été Top Chef, qui arrive, qui est un garçon fantastique, qui cuisine extrêmement bien, il est extrêmement sympathique et il est toujours là avec son sourire. Bienvenue Ruben, on est heureux de t'accueillir parmi nous aujourd'hui. Applaudissez-le, applaudissez-le. Alors Ruben, tu ne sais sans doute pas, mais en fait, tu es en train de devenir un bras armé, comme nous tous, de la lutte contre le changement climatique, puisque tu sais bien sûr que lorsqu'on mange 50 grammes, enfin en tout cas, il y a un rapport de 1 à 50 si on mange un steak ou la même chose en équivalent protéines avec des légumes. Donc tous les jours dans notre assiette, on se retrouve face à ce dilemme. Alors pendant que notre arme arrive, on va présenter, Ruben, ce livre que tu as eu la gentillesse avec Rodolphe Landemen, le maître du sans gluten. J'espère qu'un jour on va vous voir cuisiner ensemble. Tu as eu la gentillesse de contribuer, donc Ruben Sarfati, Top Chef, avec ce livre sur les recettes durables. On a depuis maintenant 5 mois recueilli plein de recettes qu'on a choisies. Bon, elles sont certaines très faciles, donc un peu moins à la hauteur de ce que tu fais. Et on en a retenu 5. Et donc, on va récompenser les 5 gagnantes qui sont là, puisqu'on a une qui ne sera pas là, malheureusement. Et c'est le menu du jour. Mais avant, je voulais t'offrir ton nouvel outil de lutte contre le changement climatique. Voilà, tous les jours dans la cuisine, on va devenir des Ruben qui luttons contre le changement climatique en choisissant bien nos recettes. Et vous retrouverez bien sûr les recettes gagnantes dans le livre, les recettes des gens qui ont contribué et également des recettes de Ruben qui nous fait le plaisir, viens avec moi, d'être avec nous. Et on va appeler les gagnants et découvrir le menu ensemble. Alors, Ruben, je te donne un micro, si tu as envie de dire quelques mots, n'hésite pas, parce que Ruben est très très attentif à la qualité des produits qu'il utilise. Et tu as planté, je crois. Moi, j'ai un terrain sur lequel je produis une partie des produits que j'utilise, mais c'est hyper important, effectivement. L'expérience n'est pas la même si on travaille un produit qui est de qualité, qui va raconter une histoire par la façon dont il est fait, par qui il le fait, ou un produit de mauvaise qualité qu'il va falloir masquer et dont il va falloir créer des émotions parce qu'il n'en a pas à la base. Donc oui, c'est hyper important le choix des produits. Voilà, donc vous voyez, en fait, on est tous des acteurs et on va retrouver vos outils de lutte contre le changement climatique. Et tu es très beau comme ça, Ruben. Merci. Alors, le premier candidat qui a présenté sa recette et qui est le gagnant et qui sera notre entrée du jour est Franck Chenu. Franck, où est Franck? Bravo, Franck. Franck, rejoins-nous sur scène. Et Franck, on va trouver évidemment la recette dans le livre. Eh bien, aujourd'hui, on va déguster avec Franck le potage aux légumes du jardin. Tu regarderas, tu vas nous donner ton avis sur les plats. Bravo Franck. Un grand applaudissement pour Franck. Merci beaucoup. Reste avec nous, Franck. Voilà, ça c'est pour l'entrée. Reste avec nous, reste avec nous. En deuxième plat, on va goûter quelque chose un peu différent aussi. Et ce sera des falafels à la betterave avec Brigitte Blanche. Où est Brigitte? Tu nous rejoins, bravo. Bravo pour cette recette. Ça vous donne envie de goûter, hein? Alors, Brigitte nous rejoint, va avoir son outil de lutte contre le changement climatique personnalisé à utiliser dans votre cuisine, évidemment avec le livre qui va avec.
Et donc, on va goûter. Bravo Brigitte. Bravo, ouais, rejoins Franck. Un troisième gagnant. Alors, je crois qu'elle n'est pas là aujourd'hui, mais on la salue à distance. Elle nous verra en vidéo. On a une salade du pêcheur avec une dame qui est une ingénieure, qui s'est reconvertie en faisant appel à toute son intelligence émotionnelle, spirituelle, qui est devenue naturopathe et qui nous a préparé, et que vous retrouverez dans le livre, une salade du pêcheur, Agnès Leclerc, Bernan. On peut visiter son établissement à Carry-le-Rouet. Donc voilà, vous pouvez aussi la connaître. Donc on va lui envoyer pour qu'elle ait ça dans sa cuisine. Troisième gagnant pour les cookies aux 3 ingrédients, Juliette Blanche. Bravo Juliette, qui fait partie, Juliette, de notre comité stratégique en dessous de 30 ans, comme quoi la valeur n'atteint pas le nombre des années. On peut faire des très bonnes recettes même quand on a moins de 30 ans. Bravo Juliette, avec sa maman, parce qu'il y a des recettes familiales. Et la dernière recette que vous aurez le plaisir de déguster pour le déjeuner, c'est une verrine avec un nom que vous allez tous comprendre, Fousitou, avec Florence Janté-Cardonnel qui nous rejoint aussi. Bravo Florence. Et Salomé, qui est dans le comité stratégique des moins de 30 ans, qui va passer l'outil absolu de lutte contre le changement climatique, parce qu'il est évident que quand on réduit notre consommation de viande, même si on a tous le choix, on lutte activement contre le changement climatique. Alors Ruben, que penses-tu du menu ? C'est hyper intéressant, c'est hyper varié. Justement, il y a des apports en protéines végétales qui font que le menu est complet. Donc, c'est intéressant de se rendre compte qu'on peut manger de manière intelligible des produits bien sélectionnés pour en faire un menu complet. Donc, c'est vachement bien. Bon, qui a envie de goûter ce menu ? Levez la main. Ouh ! Donc, un grand bravo, le temps des photos, et vous êtes conviés pour le menu recettes durables dans la grande salle à manger. Vous passerez par les stands. Donc, bon appétit à vous. On se retrouve à 14h, précise. Bon appétit. Attendez, on va faire des photos.